Avec Podcast Up, écoutez le monde du travail changer, en partenariat avec Duno. Nous sommes confrontés de plus en plus à ce que nos invités du jour appellent les limites planétaires marquées par le changement climatique. Pour évoquer l'impact du changement climatique dans les entreprises, nous sommes avec Fabrice Bonifay, directeur développement durable et qualité sécurité environnement du groupe Bouygues, et avec Céline Puff-Ardichvili, directrice générale de Looksharp, agence de conseil en communication, relations publiques et relations presse, sur les sujets de transition pour les entreprises. Fabrice Bonifay et Céline Puff-Ardichvili ont écrit ensemble L'entreprise contributive, publiée aux éditions Duno, ou comment concilier le monde des affaires et les limites planétaires. Pour commencer notre entretien, j'ai demandé à nos deux experts leur ressenti sur la situation actuelle dans les entreprises par rapport à ces sujets importants regroupés sous les termes de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Céline Puff-Ardichvili répond la première. Mon ressenti, il est que ces dernières années, le nombre d'entreprises qui disent vouloir partager leur changement de trajectoire, le nombre a augmenté. Donc on voit de plus en plus d'entreprises qui ont envie d'aller sur ces sujets. Après, la question, c'est quelle est la profondeur de leurs engagements, de leurs travaux. Et Fabrice a peut-être un autre point de vue. Le point de vue, c'est qu'en fait, on est un peu dans la situation où les entreprises ont fini par accepter de monter sur le plongeoir. Ils sont sur le bout de la planche, là. Ils ont envie de sauter, les entreprises, mais elles n'ont pas encore sauté. Ils ont peur parce qu'en fait, c'est un tel changement de vouloir faire son métier en tenant compte des limites planétaires. C'est une telle révolution qu'ils hésitent encore un peu. C'est la situation climatique qui s'exacerbe, c'est la pression sur les ressources, c'est les conflits d'usage, d'accès aux ressources, le prix des matériaux, parce que bien sûr, moins de ressources, plus de demandes, tension sur les prix, c'est mécanique, pas pour toutes les ressources, mais pour un grand nombre d'entre elles. Et puis la perception maintenant réelle du changement climatique et la baisse des rendements agricoles, les inondations, les méga-feux, les sécheresses, etc., ça commence à faire peur aux gens. Donc ce qui incite les entreprises à bouger aujourd'hui, c'est certainement pas la pression réglementaire, c'est la pression des parties prenantes, à commencer par les collaborateurs les plus jeunes dans les entreprises, les étudiants, les prospects. Et puis, heureusement, certains clients commencent à prendre en compte dans leurs prescriptions des attentes de durabilité qui incitent les entreprises à modifier leurs offres. Non seulement les entreprises doivent prendre en compte, bien sûr, les obligations qui sont les leurs, mais les entreprises qui sont les plus lucides vont devoir aller bien plus loin de ce qu'impose la régulation. C'est quoi pour vous deux l'entreprise contributive idéale ? Pour l'instant, elle n'existe pas. Mais en une seule phrase, c'est l'entreprise qui a trouvé sa place dans la cité, qui sait à quoi elle sert, qui a une vraie utilité. Une entreprise pour laquelle on dirait le monde serait moins bien si elle n'était pas là. Donc globalement, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, une entreprise contributive idéale, et ce que j'essaye de faire dans mon entreprise, c'est de leur faire comprendre que c'est une entreprise qui sait rembourser ses dettes. Aujourd'hui, les entreprises gagnent de l'argent en pillant le vivant, en pillant les ressources naturelles, parce que les ressources naturelles sont offertes gratuitement aux entreprises. Elles sont utilisées pour être transformées par les entreprises avec des machines, des convertisseurs, de l'énergie, bien sûr, qui alimente les machines, de l'intelligence humaine, un petit peu quand même. Mais par contre, la matière première de base, toutes les ressources naturelles, les métaux, la biomasse, etc., c'est offert gratuitement. Et comme on n'a pas mis dans nos systèmes comptables de systèmes pour régénérer, réparer, protéger ces matières premières, en fait, on creuse une dette environnementale au fur et à mesure où on crée de la valeur. Et ça ne peut pas durer éternellement, parce que la plupart des ressources sont en dimension finie. Donc, pour moi, une entreprise contributive idéale, c'est une entreprise qui paye ses dettes. Ça veut dire qu'il intègre dans son modèle économique toutes les sommes qui sont nécessaires à la restauration, à la régénération, à la préservation du vivant dans toutes ses acceptions, dans toute sa complexité, que ce soit d'ailleurs les ressources, mais aussi les écosystèmes, parce qu'il n'y a pas simplement les ressources, il y a aussi l'interaction entre le vivant et le cycle du climat, le cycle de l'eau, tout ça, c'est des choses qui sont essentielles à la maintenabilité des conditions de la vie sur la Terre, et ça aussi, ça requiert d'être protégé. Donc une entreprise contributive idéale, c'est une entreprise qui ne vit pas au-dessus de ses moyens écologiques et de la biophysique. Et le jour où on va réintégrer dans les comptes d'exploitation des entreprises l'obligation de payer la dette environnementale et la dette sociale d'ailleurs au juste coût, au coût de maintien si vous préférez, on va s'apercevoir que les profits que l'on génère aujourd'hui seront moindres. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être plus gagner d'argent, mais on va en gagner beaucoup moins. Imaginez une entreprise qui, aujourd'hui, émet des milliards ou des millions de tonnes de CO2, arrive à faire des profits en milliards.
Est-ce que c'est moralement soutenable à l'horizon de quelques mois, de quelques années, avec l'épée de Damoclès climatique qu'on a au-dessus de la tête? Non. Les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent sur l'exploitation de ressources fossiles finies devraient en dépenser beaucoup pour réduire leurs impacts négatifs et faire en sorte que ce CO2 émis soit d'une façon ou d'une autre récupéré pour ne pas affecter ou altérer le cycle du climat. C'est pas ce que le législateur aujourd'hui a décidé, et c'est une grave erreur, parce que à quoi ça sert de faire des profits sur une planète qui va devenir invivable? L'entreprise contributive, c'est la compréhension des limites planétaires et quelles sont, au niveau des ressources qui sont nécessaires pour l'entreprise, qu'est-ce qui reste comme ressource, de ne pas dépenser plus que la planète est capable de régénérer, le fameux le overshoot day là, tous les ans qui se rapproche parce qu'on mange plus de ressources que la planète est capable de se régénérer. Ça ne peut pas durer. Alors certes, la planète est très résiliente, elle est très grassouillette, il y a encore pas mal de réserves, mais au rythme actuel de déplétion des stocks, parce qu'en fait, les machines vont chercher des matières premières en permanence, elles sont toujours plus grosses, plus sophistiquées. Ça ne peut pas durer éternellement. Donc, il y a une nécessité pour l'entreprise contributive de se resynchroniser donc, au cycle du vivant, aux limites planétaires, sous peine que demain, on ne pourra pas vendre de patates s'il n'y a plus de patates, si on ne leur laisse pas le temps de pousser. Alors, ça paraît évident quand on fait des légumes. Par contre, si on fait des voitures électriques et qu'on se dit, on va faire autant de voitures électriques qu'on faisait de véhicules thermiques, mais qu'on s'aperçoit que pour arriver à faire ça, il faut dépenser 10 fois plus de métaux, et que les métaux, il n'y en a pas assez, qu'est-ce qu'on fait ? Donc il va bien falloir trouver un autre modèle. Toutes les entreprises sont en compétition. Donc l'exemple des métaux rares est un bon exemple. Si une entreprise est plus rentable qu'une autre et qu'elle se débrouille pour accaparer le marché, elle ne se pose jamais la question de l'usage des générations futures, voire même de ses concurrents. Elle s'en fiche complètement. On est en compétition. Et c'est aujourd'hui que le chiffre d'affaires compte. Voilà. Donc on peut se dire qu'on est dans une planète aux ressources finies. S'il y a une réserve finie, comment on alloue les fruits de cette réserve? Là, je parle de métaux. Après, ça peut être l'eau. Je pense qu'un fabricant de soda ne se pose pas la question de combien il laisse d'eau, surtout dans des pays où il y a un vrai problème d'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, ça faisait encore rigoler il y a quelques années, mais aujourd'hui, je crois qu'on comprend, qu'on touche du doigt la problématique de l'eau potable réellement, même chez nous. Et c'est peut-être ce qui va faire que les décideurs qui sont de notre côté de la planète vont peut-être voir le problème en face. Et c'est un peu ce qu'on reproche, parce qu'on fait quelques gentils reproches à la RSE qui a quand même ouvert beaucoup de chemins et fait prendre conscience, parce que je pense que les directeurs RSE ont conscience de la responsabilité de leur entreprise. Après, est-ce qu'ils sont entendus et est-ce qu'ils ont du pouvoir? C'est une autre question. Mais néanmoins, nous, dans notre bouquin, on parle surtout de remettre du sens au mot responsabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est la liberté d'entreprendre qui prime. Même le droit de l'environnement favorise quelque part la liberté d'entreprendre plus que la responsabilité de tout ce dont on devrait être responsable quand on est justement irresponsable. Parce que c'est un peu le parallèle qu'on fait, c'est quand on est responsable, politique, en entreprise, etc., on est décideur, on a donc les manettes. Est-ce qu'on a pris conscience de sa responsabilité ? On est dans le « ok, on va faire mieux », on n'est jamais, ou rarement, et c'est ça la vraie innovation dont on parle dans le livre aussi, dans le « faire autrement ». La RSE, ça a quand même beaucoup évolué comme concept. Je ne sais pas comment les anthropologues l'expliqueront dans un siècle. Mais clairement, moi j'ai vu cette évolution entre le début de l'histoire où c'était purement de la compliance, on appelait ça la conformité. On voyait arriver de la régulation qu'on n'avait jamais vu arriver dans les entreprises. Et donc les entreprises se sont dit, voilà, il faut qu'on prenne quelqu'un pour qu'on se défende et qu'on applique la loi, rien que la loi, mais qu'on n'aille pas au-dessus, parce que déjà, ça apparaissait déjà comme très compliqué. Alors que la loi était quand même très très gentille. Elle ne faisait que rattraper ce qu'on aurait dû faire depuis le début. On n'aurait jamais dû se désynchroniser des limites planétaires. C'est parce qu'on s'est désynchronisé qu'on est dans la situation actuelle aujourd'hui. Et puis il y a quelques années, on s'est dit, bon, de toute façon, la loi, ça va pas assez vite, donc il faut qu'on aille sur des démarches volontaires. Mais là, démarche volontaire, après, distorsion de concurrence. Si nous, on le fait avant les autres, les autres vont continuer de faire comme avant. Nous, on fait des efforts, donc on sera plus compétitif. Donc, c'est un peu je te tiens, tu me tiens, mais jamais personne ne veut commencer, quoi. C'est l'histoire du gars qui est sur le plongeoir.
Et puis maintenant que les choses vont toujours de plus en plus mal, on se dit bon, allez, on y va quand même. On va interroger nos clients, on va leur expliquer pourquoi on va leur vendre plus cher le truc, pour qu'ils comprennent que produire mieux et produire moins polluant, c'est un peu plus cher parce qu'on est obligé de faire tout un tas de trucs qu'on ne faisait pas avant. Et que voilà. Donc on en est à peu près là. Mais on n'en est pas encore à la phase ultime, comme a très bien dit Céline tout à l'heure, c'est ce qu'on fabrique. En ai-je vraiment, est-ce que mes clients en ont vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile à la fois pour les clients, mais est-ce que c'est utile au bien commun? C'est cette notion de raison d'être. C'est à quoi je sers. Parce que si je verdis mon produit qui devient, vous mettez de l'essence sans plomb dans votre tronçonneuse, si vous continuez de couper des arbres qui ne devraient pas être coupés, ça ne va pas le faire. Donc l'utilité sociale de l'entreprise est essentiel dans le questionnement. Aujourd'hui, il y a des produits qui ne devraient plus exister. Et rien n'est moins efficace que de vouloir rendre plus efficace un produit qui ne devrait plus exister. C'est la notion de ce qu'on appelle le renoncement. Le renoncement, c'est est-ce que je fabrique des produits qui correspondent à des besoins essentiels? Des besoins essentiels, donc on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer de manger. Donc il va falloir qu'il y ait toujours des entreprises. Chacun ne va pas faire son jardin potager. On n'en est pas là. Donc il y a bien des entreprises qui vont devoir continuer de faire de l'agriculture pour nourrir les autres. Mais quel type d'agriculture et comment? Voilà. Ça, c'est un besoin essentiel. Par contre, moi je vous pose la question, est-ce que vous avez besoin de partir en week-end à l'autre bout de la planète pour votre propre plaisir de vous dépayser avec des billets d'avion à 59 € pour émettre 2 tonnes de carbone? Est-ce que ça, c'est essentiel? Si vous considérez que c'est essentiel à votre bonheur, vous allez souffrir dans le monde dans lequel on va rentrer. Donc il faut qu'on apprenne à acheter des solutions commerciales qui correspondent à nos besoins essentiels et faire le tri entre ce qui est utile, nécessaire, indispensable et ce qui est plus futile. Et les entreprises qui vendent des choses qui sont non essentielles doivent rapidement se réinterroger sur leur raison d'être, sur ce qu'elles fabriquent, et si elles veulent survivre, eh bien de prendre un petit virage sur l'aile là pour essayer de commercialiser, d'inventer des choses qui vont être réellement utiles. Pourquoi? Parce que dans les temps à venir, on ne pourra plus continuer le système consumériste qu'on a connu depuis une centaine d'années. Si on est contraint, ne serait-ce qu'au niveau financier, comme on est en train de le voir, là en ce moment les prix de l'énergie augmentent tellement que ce budget va être rapidement insoutenable pour nombre de ménages, et là je ne parle que de la France, donc c'est pire, bien pire ailleurs, donc le non essentiel rapidement va prendre un coup. Donc quelque part, tout ce qui est en train de se passer aurait pu être anticipé. On aurait pu anticiper, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on dit que les bâtiments devraient être mieux isolés. On ne l'a pas fait. En tout cas, on ne l'a pas fait au rythme où ça aurait dû être fait. Et on a continué à construire en verre, en métal, des trucs complètement non autonomes, non résilients. Et aujourd'hui, le prix fort, c'est qu'on ne va plus pouvoir ni les chauffer, ni les climatiser. Donc, quelque part, c'est de l'anticipation. C'est pas complètement aberrant de dire qu'une boîte devrait vendre des choses utiles. Le jour où on sera contraint, elles n'en vendront plus. Donc, est-ce qu'il vaut mieux se poser la question avant ou après? Céline, vous l'avez dit, à ce jour, l'entreprise contributive idéale n'existe pas, mais avez-vous rencontré, Fabrice et vous, des entreprises qui sont déjà dans cet esprit contributif? Et est-ce le rôle des managers de participer à cet esprit contributif? Oui, il y a des entreprises qui se sont dit, il y a un vrai problème et j'ai envie de l'adresser. Et qui sont remarquables parce qu'elles opèrent des vrais choix, des renoncements positifs, c'est-à-dire pas un renoncement catastrophiste où on se martyrise, mais disons un renoncement dans le sens une orientation différente qui est extrêmement inspirante. Donc oui, on voit ces entreprises-là, une Too Good To Go qui se fonde sur l'indignation de devoir jeter de l'alimentation partout dans les magasins et les restaurants, est une entreprise qui, parce qu'elle a compris cet enjeu-là, est largement sur la piste du contributif, ou un Fairphone qui veut alerter sur les métaux de sang et les catastrophes écologiques et humaines qui se passent à l'autre bout du monde pour fabriquer nos appareils électroniques grand public. Pour alerter, essayent de faire autrement en créant eux-mêmes un téléphone, et ça, c'est incroyablement difficile, mais justement ils sensibilisent au fait que c'est important de ne pas fermer les yeux sur ces sujets-là, et leur but c'est pas de vendre des téléphones, c'est d'embarquer toute l'industrie, et même de dire si nous on y arrive,
ou si au moins on se pose la question sur des sujets tels que l'électronique, tout le monde peut le faire, sur tous les produits, d'essayer d'avoir une chaîne de valeur et de production plus vertueuse. Ça, c'est des entreprises qui clairement sont sur une voie d'entreprise contributive. Puis après, il y a des grandes qui se posent la question de comment je vais faire muter mon modèle d'affaires. Peut-être que Fabrice, tu peux en parler un peu. Pour les grandes entreprises, c'est changer la roue en roulant, parce qu'en fait, ils sont sur un modèle classique, linéaire, prédateur. Et pour aller vers l'entreprise contributive, il faut tellement tout changer que ça, hélas, ça demande un petit peu de temps alors qu'on n'en a plus. Et c'est ça la difficulté, c'est ça qui rend la chose un peu complexe, parce qu'on se dit, mais là, ça paraît tellement gigantesque comme enjeu d'abord de convaincre les clients, de faire bouger la régulation qui n'est pas vraiment adaptée non plus à ce type de modèle, de trouver une supply chain qui va accepter de modifier également les composants qui rentrent dans la composition de nos propres produits pour aller vers une économie circulaire basée sur l'usage. Ça veut dire ne plus vendre le produit, mais vendre l'usage du produit, ce qu'on appelle dans le jargon l'économie de la fonctionnalité. Alors le gros intérêt de cette économie-là, qui fonctionne très bien dans les grandes entreprises, qui pourrait bien fonctionner si on décidait de le généraliser, c'est qu'on fabrique notablement moins de produits parce qu'on va intensifier l'usage de chaque produit fabriqué. Et l'intensification d'usage, c'est moins de matières premières à aller chercher dans la nature, moins d'énergie grise de fabrication, moins de gaspillage in fine, parce que de toute façon les produits finiront par s'user. Donc si on en fabrique moins, il y en aura moins à recycler et il y en aura moins peut-être à jeter en déchets ultimes. La vraie liberté demain, ça sera d'essayer de pouvoir jouir de tous les produits, mais sans forcément en être propriétaire. Et ça, c'est un super avantage, parce que ça nous donne beaucoup plus de liberté, finalement, et on ne paye que ce que l'on consomme. On n'a pas besoin de stocker, donc on n'a pas besoin d'avoir des appartements aussi grands, des maisons aussi grandes qu'on a aujourd'hui avec des placards, plein de trucs dont on ne se sert jamais. Et puis surtout, ça permet de faire baisser la pression écologique de notre propre vie. Parce qu'aujourd'hui, on passe notre temps à acheter des trucs avec des temps d'utilisation qui sont extrêmement petits. Et ça, c'est un gaspillage de matières premières extraordinaire. Si on prend le sigma de toutes les entreprises dans le monde qui utilisent énormément de matières premières pour produire, le recyclage est de moins de 6% à l'échelle planétaire. C'est peanuts. Et en plus, si on reste sur une logique de croissance infinie, même si vous recyclez plus, si vous avez toujours plus de volume de vente, vous êtes toujours obligé de compléter par des ressources extractives neuves, issues de carrières ou autres, pour soutenir la demande. Donc on voit bien qu'on est sur un système qui ne tient pas la route. Donc il faut aller vers une économie qui sera beaucoup plus stationnaire. Et pour que ça soit désirable, il faut un choc de la pédagogie. Et la meilleure façon de rendre cette économie contributive, c'est de rendre cette économie résiliente et adaptée aux limites planétaires. Il faut expliquer à tous les citoyens du monde que le modèle de vie qu'on leur avait proposé et qu'on continue hélas de leur proposer à la naissance d'un modèle de vie basé sur la consommation, c'est plus ce qu'il faut faire si on veut garder une planète en état de fonctionnement. C'est le rôle des politiques, d'avoir un projet politique basé sur finalement non pas le pouvoir d'achat mais le pouvoir de vivre. En fait, c'est extrêmement positif. On prend des chocs qui, il y a encore 3 ans, auraient été parfaitement inimaginables. Un Covid qui arrête la terre entière et l'économie entière, une guerre aux portes de l'Europe. C'est des preuves que le récit collectif du consumérisme et le libéralisme total, même comme fable de paix, parce qu'on nous a quand même dit ça, si on commerce avec le monde entier, ce sera la paix. Mais c'est plus le projet aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce qu'on peut changer ce projet. On peut dire aujourd'hui, si c'est le vivre ensemble qui prime, on peut avoir des nouveaux récits. Donc là, vous me demandez si c'est le rôle des managers, et je trouve que c'est une très bonne question, parce que le manager, tout comme le politique, son devoir, c'est quand même de proposer une vision et qu'on ait envie de le suivre et qu'on ait envie d'y aller. Ce changement peut être très positif parce que nombre de personnes qui ont la chance d'avoir un job savent très bien que c'est un bullshit job. Et c'est triste parce qu'on a tous envie de sens, on a tous envie de se lever le matin en se disant « je suis utile à quelque chose, j'ai contribué ». Si on a un job mortifère qui contribue à faire exploser les limites planétaires, mais qu'en parallèle, on se dit je mange bio, je prends moins l'avion et je vais au travail à vélo, en réalité, notre propre impact, on sait très bien qu'il est limité en agissant. Alors que via son métier,
on peut avoir un impact considérable. Donc c'est une chance de se réinterroger sur son propre métier, sur son secteur, sur ce qu'on a envie de faire. Et aussi, je trouve que la parole s'est libérée. Avant, on prenait les gens qui parlaient de ça, on les traitait de tout, on continue à les traiter d'amiches si vous voulez, mais on peut aussi se dire, tiens, il y en a de plus en plus, et en fait, j'ai envie de parler à ces gens-là, j'ai envie d'en apprendre plus, d'être un peu en coalition. Et si dans les entreprises, les jeunes et les moins jeunes commencent à briser les frontières et se dire, tiens, ouais, c'est vrai qu'on est quand même nombreux à penser un peu ça, ça fait bouger les choses de l'intérieur. Et ça, c'est un vrai sujet qui est bifurqué ou travailler de l'intérieur, quel que soit l'âge, parce qu'on en parle beaucoup pour les étudiants, mais pour les plus vieux, c'est parfaitement vrai et ça remettrait un peu de sens. Et après, je pense profondément que l'homme est un animal social et qui imite. Si ça rend plus heureux, on aura tous envie de le faire. La grande majorité des entreprises a encore du chemin en matière de contribution, en ce qui concerne le fait de concilier le monde des affaires avec les limites planétaires. Alors selon la tradition du podcast Up, pour terminer notre entretien, découvrons l'adresse d'un restaurant que vous avez particulièrement apprécié, et c'est vous, Céline Puff-Ardishvili, qui avez décidé de choisir aujourd'hui. J'ai été il y a quelques jours complètement par hasard dans un restaurant rue Richer qui s'appelle Le Richer à Paris 10e. J'ai été complètement par hasard, mais ça avait l'air fort sympathique et j'ai été agréablement surprise parce que sans avoir à demander un plat végétarien, et je précise que je mange tout ce qu'il y a, hein, franchement, si je suis invitée et qu'il y a du poisson, je serais ravie, mais néanmoins, je pense que l'un des plus gros impacts sur le carbone notamment et sur la biodiversité qu'on peut avoir facilement en tant qu'individu, c'est l'alimentation et notamment la viande. Donc réduire sa consommation de viande, c'est super important. Donc j'y prête attention et j'essaye de me l'appliquer évidemment à moi-même. Et ce restaurant est d'une créativité incroyable sur les plats végétariens. On n'y perd rien du tout. Vous n'aurez pas le fameux risotto congelé que servent tous les restaurants qui condescendent à faire un plat végétarien. Là, énorme surprise, beaucoup de bon goût et beaucoup de découvertes. Le Richer, de rue Richer dans le 10e arrondissement de Paris. Merci à nos deux experts, Fabrice Bonifay et Céline Puff-Ardishvili, pour leur analyse de ce que doit être l'entreprise contributive. Quels sont les grands enjeux de la transformation du travail aujourd'hui pour qu'ils deviennent la norme de l'entreprise de demain. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et duno.com, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve chaque dernier lundi du mois pour un nouvel invité.